D'où vient cette résistance, la source de résistance? Eh bien, par exemple, là j'ai mis ce papier qu'on avait fait avec une de mes étudiantes, Pamela, sur du permafrost. Ça c'est une revue, on a fait une étude, nous, sur le permafrost, 2,3 millions d'années, mesurée chez un ami qui avait la capacité, en regardant l'ionisation du chlore, de préciser la date exacte. Et d'abord, elles sont toujours vivantes, c'est assez étonnant, c'est un frigo, elles sont restées un frigo, c'est un frigo vraiment très très efficace, et on a sorti des bestioles là-dedans. On sait que c'est vrai parce qu'il y avait des bactéries inconnues, donc là aussi, en 2,3 millions d'années, les bactéries qui ont disparu, mais il y en a beaucoup qui sont les mêmes aussi. Ce qui est très intéressant, ce qui est une leçon pour l'évolution, c'est qu'on a séquencé les génomes de toutes ces bactéries, c'est notre truc. Quand on sait cultiver les bactéries, 2, on fait leur génome, 3, on sait les analyser. Eh bien, quand on a comparé les génomes par rapport au génome des mêmes bactéries, des mêmes espèces maintenant, il n'y avait pas plus de différence entre elles qu'entre 2 isolats de bactéries de la même espèce de maintenant. Donc, l'évolution, c'est pas la même chose chez les mammifères. Les changements, c'est pas les mêmes chez les mammifères, chez les bactéries. Donc, c'est pas un phénomène qui peut être décrit d'une manière aussi générale que ce que les gens ont dans l'esprit actuellement. La sélection naturelle, c'est probablement le fait de favoriser des microbes qui ont, à un moment donné, dans un endroit donné, quelque chose qui existe. Sur le long terme, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en particulier pour les microbes qui représentent quand même la plus grande partie du vivant sur la surface de la Terre. Deuxièmement, effectivement, d'où est la source? Eh bien, on sait, voilà, ça vient beaucoup des fermes, et de l'élevage intensif. Pourquoi? Parce qu'il y a des épidémies. Dans les épidémies, c'est lié à la densité des cibles. Si vous avez des millions de poules, comme vous avez des mégapoles, vous avez bien vu dans les épidémies, dans le Covid, il y a beaucoup plus dans les grandes cités. En réalité, il y a eu Lyon, Paris, New York, qui ont eu des taux absolument trucs, parce que c'est plein de monde. Et c'est pareil, si vous avez 3 poules, la chance que vous ayez une épidémie à côté d'un truc dans lequel vous élevez 10 000 poules n'est pas exactement la même chose. Si vous avez 10 000 poules, vous en avez une qui est malade. Et donc, ils donnaient des antibiotiques pour les faire grossir, ce qu'on appelle les growth promoters, c'est-à-dire faire les promoteurs de la croissance. Maintenant, ils donnent des antibiotiques pour lutter contre les épidémies, mais ils donnent toujours beaucoup d'antibiotiques quand même. Et ça, ils disent, écoutez, on a une bête qui est malade, on va donner des antibiotiques aux 10 000 autres pour pas qu'elle soit malade. Et en même temps, ça les fera grossir sans qu'ils n'aient pas respecté la loi. Oui. Donc, parce qu'après, s'il y a malin et demi. Donc l'administration dit une chose, enfin les gens ils survivent en trouvant des solutions alternatives. Quand même. Donc ça vient beaucoup des élevages intensifs. Là on a vu ce que je vous disais, vous voyez, c'est associé avec le bétail la multirésistance de la méticilline qui s'est diffusée d'une manière extraordinaire. Alors, et puis le suivant, vous verrez, nous on a trouvé, en faisant la surveillance, vous voyez, des infections, donc je faisais ça une fois par semaine, je mettais toutes les infections, tous les microbes qu'on avait, avec la source, est-ce que c'était urinaire, est-ce que c'était le sang, est-ce que c'était... Et on a eu un moment une épidémie d'entérocoque qui est apparue pendant 3 mois d'hiver. Et alors on regarde très bien, puisqu'on avait les données, c'est anonymisé, mais on avait les données de où est-ce que les gens habitaient, et donc le code postal, et on s'est rendu compte que ça venait de tous les quartiers nord. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une épidémie dans les quartiers nord d'entérocoque? Et donc on est allé regarder ce qui se passait, et c'est là qu'on a acheté des poules là-bas, et c'est là qu'on a commencé à regarder, et il y avait, jusqu'au moment où on a commencé à en parler, une seule épidémie qui avait été décrite au Vietnam. Les entérocoques aussi, les épidémies d'entérocoques aussi, ça vient des poules. Donc ces entérocoques, on en trouve beaucoup sur les poules, je vous avais dit, c'est comme ça qu'on a eu les entérocoques d'origine aviaire, mais même les entérocoques humains viennent aussi des poules. Et donc il est vraisemblable que cette épidémie, il y a un clone qui circulait, si vous voulez, et cette épidémie a circulé dans des élevages de poules qu'il y avait autour de Marseille. Et cette épidémie, du coup, qui était une épizootie, c'est une épidémie des animaux, a donné des cas humains fréquents, et puis ensuite ça disparaît. Mais ça nous rappelait que l'entérocoque, c'est comme le Escherichia coli, c'est comme le Staphylococcus aureus, il y a des sources qui ont été diffusées de manière considérable par les trucs. Qu'est-ce qui se passe pourquoi ça arrive, ça, ces épidémies?
de bactéries résistantes. Alors c'est très intéressant, on a 3 exemples très très intéressants qui permettent de comprendre ce qui s'est passé. La première chose qui soit arrivée, c'est sur l'Escherichia coli. L'Escherichia coli, donc la bactérie d'infection urinaire, les Américains découvrent que il y a des Escherichia coli qui deviennent résistantes à un des antibiotiques qui a été le plus utilisé, aussi bien dans le bétail que chez l'homme, pour les infections urinaires, qui s'appelle le Bactrim. Donc ils voient, tiens, une résistance au Bactrim. Et puis ça apparaît dans plusieurs coins du monde à la fois. Ils disent, tiens, c'est étrange. Et à l'époque, avant qu'on fasse du génome un peu systématique, ils regardent leur antibiogramme et ils disent, mais ils ont tous le même antibiogramme. Ce qui est très étrange. Chez Escherichia coli, ça peut être résistant à l'un, sensible à l'autre. Et ceux-là, ils avaient le même phénotype. Ils étaient pareils. Et donc après, on a su, en réalité, c'était pareil parce qu'ils étaient pareils. C'est pas qu'ils avaient l'air pareil, c'était un clone, un seul clone. C'est-à-dire, c'est un microbe qui a donné ça, qui est une épidémie mondiale. On a trouvé ces Escherichia coli, ça faisait un moment, je sais pas, 5 à 10% des Escherichia coli qui étaient analysés dans l'Occident. Donc c'est considérable. Et donc on a commencé à comprendre que ces Escherichia coli étaient des maladies épidémiques. Les infections urinaires étaient épidémiques, ce qu'on n'avait jamais imaginé. Comme quand l'homme déteste ne pas avoir une explication, l'explication était donnée, c'était une explication vulgaire avec ce qu'on connaissait à l'époque. Je veux dire, écoutez, les infections urinaires, c'est parce que les femmes ont un petit urètre, et elles font des infections urinaires parce que ça remonte du vagin dans le truc. Mais chez Escherichia coli, c'est pas une bestiole du vagin, c'est une bestiole de tube digestif. D'ailleurs, maintenant, on sait que ça passe par le tube digestif, ça n'a pas besoin de passer par le vagin. Si c'était le problème, le vagin, on trouverait les bactéries du vagin. C'est pas les bactéries du vagin qu'on trouve. Puis les hommes n'auraient pas d'infection urinaire, ils en ont quand même, mais c'est les mêmes bactéries. Donc elles ne sont pas passées par le vagin, celles-là. Et ce n'est pas des maladies sexuellement transmises, pour autant qu'on sache. Donc le lien avec le vagin est un peu distant chez les hommes. Et donc on commence à comprendre que c'est des épidémies. Deuxièmement, quand on commence à faire du génotype, comme ça, à regarder, on voit que, par exemple en France, à un moment, il y a 2 génotypes qui circulent, qui font, je sais pas, entre 30 et 40% de toutes les infections urinaires. Avec 2 génotypes d'apparition récente. En Angleterre, c'est pareil. Et donc, on voit qu'en réalité, un certain nombre d'infections urinaires, la plupart des infections urinaires sont d'origine épidémique. Et donc, pour que ce soit épidémique, ça pose du coup un problème. La raison pour laquelle on n'a jamais imaginé une chose pareille avant la biologie moléculaire, vous voyez que c'est les outils qui, à la fin, changent le modèle de pensée. On est obligé de changer le modèle de pensée. Mais qu'est-ce que ça veut dire une épidémie? Vous dites à l'intérieur d'un hôpital, je comprends, vous allez dire, oh, c'est l'hygiène, l'infirmière n'a pas touché, machin. Mais enfin, c'est des jeunes femmes qui sont chez elles. Comment elles attrapent une maladie épidémique comme ça? C'est pas des MST, il y en a autant chez les femmes qui n'ont pas de rapport sexuel que chez les femmes qui ont des rapports sexuels. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'où ça vient? Et donc, à un moment, on finit par comprendre, parce que pour que ce soit une épidémie interhumaine, il faut trouver comment ça se passe. Ça se passe pas en serrant la main, ça. Comment ça se passe? Et on finit par trouver, en réalité, c'est pas une épidémie, c'est une épizootie. Donc l'épidémie est chez les animaux, et on attrape ça, ce sont des zoonoses. On attrape ça en touchant ou en mangeant les animaux. Et donc c'est pas par hasard que ces épidémies d'infection à Escherichia coli sont des épidémies d'Escherichia coli qui soient d'origine aviaire, qui viennent des oiseaux, viennent des poules. D'un coup, on comprend ça. Après, on comprend les staphylocoques dorés, ça c'est d'origine porcine. Et donc, on comprend que les plus grosses épidémies que l'on ait eues depuis une vingtaine d'années, vous n'avez jamais entendu parler d'un truc pareil, la plupart d'entre vous, ce qui a tué le plus en pratique, plus que le Covid, depuis 20 ans, si vous regardez, ça ont été les épidémies, les épizooties avec des zoonoses de staphylocoques dorés ou d'Escherichia coli. Et s'ils sont devenus résistants, c'est parce qu'on donne des antibiotiques aux animaux. D'accord? Donc, c'est intéressant, mais pour arriver à un concept comme ça, écoutez, moi je vous assure, si vous demandez ça à 90% de mes collègues infectiologues français, il n'y en a pas un qui le sait. Donc c'est un peu compliqué. Après vous expliquez ça, tous les conseillers du ministre, ils disent, mais c'est Raoult qui raconte encore des bêtises, et puis tout ça, c'est juste de la connaissance. Et comment ça se passe? Alors, il y a un type génial, qui était d'ailleurs mon seul rival en termes de citation dans mon métier, qui s'appelle Parkhill, qui a une approche qui, sur certains points, est proche de la mienne. C'est lui qui dirige la séquence du Sanger Institute, qui est le plus grand centre de séquençage, à côté de Cambridge, à Cambridge.
qui dirigeait, parce que je crois qu'il fait autre chose maintenant, et qui dirigeait la partie des microbes. Et donc il faisait les microbes. Donc il a fait plusieurs papiers absolument géniaux, dont l'un sur le tartre dentaire, qui est un truc génial. Là aussi, ça fait longtemps que je ne me suis pas disputé avec eux, genre ça fera du bien. Il a gratté les dents de plusieurs centaines de personnes en partant du néolithique jusqu'à maintenant. Et il a regardé le microbiote. Qu'est-ce qui se passe? Et le microbiote change d'un coup au XVIIIe siècle. Et en XVIIIe siècle, on voit apparaître la multiplication des streptocoques. Et ça, il le met dedans et dit ça, c'est un changement d'écosystème, changement d'alimentation. Et le changement d'alimentation qui fait ça, c'est le sucre. D'accord? Et nous, on fait un papier, comme ça, avec mon ami Gérard Abodaram, et avec les anthropologues, là, regardons le nombre de caries qu'il y a au cours du temps. Et on montre qu'effectivement, les caries apparaissent à partir du XVIIIe siècle de manière endémique, qui est une des raisons aussi dans lesquelles on se demandait pourquoi les pays colonisés, qui n'avaient pas encore été colonisés par le sucre, n'avaient pas de problème de caries. Parce qu'ils n'avaient pas de sucre dans les quantités pareilles. D'accord? Et donc, c'est lié en grande partie au sucre, peut-être la génétique. Mais le sucre, la génétique dans les populations européennes n'a pas beaucoup changé. Hein. Donc, c'est intéressant. Et puis, la deuxième, parmi les choses qu'il a fait beaucoup de choses. Il a séquencé des dizaines de milliers d'échinocoques. Chaque fois qu'il y a une épidémie, il séquence tout. C'est une source d'information merveilleuse. Et il a fait une source d'information extraordinaire pour la typhoïde. Parce que la typhoïde, la bactérie de la typhoïde, c'est une bactérie extrêmement spécialisée. Donc elle varie très peu. Donc vous ne pouvez pas, avec les caractères habituels d'évaluation, c'est très difficile de distinguer deux clones de typhoïde. Mais en revanche, c'est une bactérie qui est très facilement isolée, parce que les méthodes d'isolement existent depuis longtemps, et donc vous pouvez en récolter toute une quantité. Et donc lui, il a récolté de la typhoïde de partout dans le monde. Alors je ne me souviens plus si c'est 5, 10 ou 15 000 qu'il a fini par séquencer, sans nos limites sur le séquençage. Et il publie une carte, et il explique, pour la première fois, que la typhoïde, dont on pensait que c'était endémique partout, en réalité, je ne sais pas, peut-être 60-70% correspondent à une épidémie d'un clone. Le même génome. Et vous ne pouviez pas le savoir parce que ce clone-là a ou n'a pas de résistance aux antibiotiques. Bien que ce soit le même clone, il acquiert ou il n'acquiert pas la résistance aux antibiotiques. Donc c'était impossible de voir que c'était une épidémie. Là aussi, c'est un outil nouveau, le génome, qui vous permet de découvrir que la plupart des cas de typhoïde dans le monde, pendant 20 ans, ont été dus à une épidémie unique d'un clone nouveau qui n'existait pas avant. Il part d'Inde, il remonte le golfe Persique, l'océan Indien, le golfe Persique, et il arrive dans la corne de l'Afrique par l'Éthiopie, et il descend en Afrique. Et à partir du moment où il passe, il prend le pouvoir, et c'est le clone circulant, comme on a eu pour la tuberculose. Alors la tuberculose, ça a été identifié assez tôt, c'est un clone qui s'appelait Pékin, qui a commencé, comme son nom l'indique, à Pékin, et qui a fini par faire 10 à 15% des tuberculoses dans le monde sont dues à une épidémie qui est partie de Pékin. D'accord ? Donc tout ça, on ne savait pas. On pensait que depuis le temps qu'on connaissait la tuberculose et la typhoïde, c'était devenu endémique. C'est-à-dire qu'il y a des cas localement, puis de temps en temps... Non, c'est épidémique. Donc il faut qu'il y ait les circonstances environnementales qui permettent que ça se diffuse. Mais voilà, donc il y a les épidémies interhumaines et puis les épidémies entre les animaux, parce que là aussi ça voyage, et que donc c'est très facile si vous contaminez un animal dans un élevage où il y a 20 000 poules, il y a 20 000 poules qui sont porteuses, elles ne seront pas malades. Hein. L'autre point de ces épidémies, c'est bien entendu, donc ces épidémies sont liées, toutes les épidémies, les maladies infectieuses sont dues à des changements d'écosystème. Et donc, par exemple, nous, on avait découvert la saisonnalité d'une bactérie qui s'appelle Klebsiella. On avait découvert, tous les ans, je regardais, il y en a un peu plus en septembre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y en a plus en septembre? Et puis, au bout de 4 ou 5 ans, vous voyez ça tous les ans, et je n'arrivais pas à convaincre les gens de leur dire que Klebsiella était saisonnier. C'est quelque chose qui les heurtait, ça ne leur paraissait pas avoir du sens. Je rencontre un de mes copains américains, dans un congrès, il me dit « Didier, tu n'as pas un travail à me donner, un truc qui est... Je suis connu pour avoir des idées. » Donc, je lui dis « Oui, tu devrais regarder ça. Regarde la saisonnalité. Il
il est à Duke University, une énorme université américaine, qui s'occupe de maladies infectieuses. Là. Je dis, regarde ça, regarde si tu as la même chose. Il me dit, et une semaine après, il me dit, j'ai la même chose que toi. Je dis très bien, écoute, il faut qu'on le publie ensemble, parce que moi tout seul, ça a une signification, si on a tous les deux. Il me dit, est-ce que tu es d'accord que je demande à 2 autres amis, un en Australie et un à Taïwan, de regarder s'ils ont la même chose. Je dis, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc ils regardent à Taïwan, ils ont la même chose que nous, et en Australie, ils ont la même chose inversée, parce qu'ils sont sur l'hémisphère sud. Ne me demandez pas pourquoi. Pourquoi c'est pas mon truc. Hein. Mais de regarder, c'est mon truc, on publie ça, les 4, c'est parallèle. Donc, c'est un truc saisonnier, de l'automne, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ça a lancé toute une épidémie de recherche, parce que quand vous ouvrez un champ, c'est la recherche, c'est pour ça qu'il faut courir toujours, hein, c'est l'histoire de la Reine Rouge. Hein. Là, j'avais ouvert un champ, en plus j'étais rédacteur en chef d'un journal important européen, Clinical Microbiology Infection, et du coup, tous les types ont regardé, et alors est-ce que c'est vrai pour Escherichia coli, est-ce que c'est vrai pour ci, est-ce que c'est vrai pour ça? Et on se rend compte qu'il y a une saisonnalité des maladies microbiennes qui est totalement incompréhensible, qui existe. Et par exemple, c'est vrai que le staphylocoque doré, il y en a plus l'été, et il y en a plus quand il fait chaud. Et c'est connu chez nous, pour ça il faut écouter ce que disent les gens. Moi j'ai pas mal de copains orthopédistes, j'ai beaucoup travaillé sur les infections osseuses. Et donc les orthopédistes, quand ils font de la chirurgie réglée, hein, c'est-à-dire une prothèse, etc., il y en a beaucoup qui ne le font pas en été, parce qu'il y a beaucoup plus de complications infectieuses avec la staphylocoque en été. Ils ne savent pas dire, ils ne sont pas plus sales. Vous voyez ? Mais en été, il y a plus de staphylocoque, c'est comme ça. Et nous, si on regarde, oui, il y a plus de staphylocoque doré en été. D'accord ? Si on enlève les biais. On ne sait pas pourquoi, il y a une saisonnalité. D'accord ? Et en plus de ça, c'est complexe parce que les staphylocoques dorés, c'est pareil. Ces germes ne sont pas des germes qui vous donnent une maladie à chaque fois. Donc il y a plein de gens qui sont porteurs de staphylocoques dorés qui n'ont rien du tout. Donc quand vous trouvez un cas de staphylococcique dans une famille, si vous avez prélevé tout le monde, vous trouvez qu'il y a des gens qui ont des staphylocoques et qui s'en plaignent pas du tout. Donc c'est compliqué. Voilà, on a trouvé la même chose pour la grippe. D'ailleurs, j'ai un travail magnifique qui nous a inspiré un autre travail, qui est pour essayer de voir ce qui était associé à ça, qui faisait ça, c'est-à-dire qu'ils allaient toutes les semaines prélever dans des familles pour chercher le virus de la grippe, pour voir comment ça circulait. Donc ils ont trouvé que ça circulait plus quand on avait des enfants petits, voilà. Et puis qu'il y avait des gens qui étaient porteurs du virus de la grippe et qui n'étaient pas malades. Alors que jusqu'au moment où on a fait ça, mais on ne prélevait pas les non-malades. Donc vous introduisez un biais qui est terrible, c'est que puisque je ne teste que les malades, je ne peux pas avoir de faux positifs. Tous les positifs sont des vrais positifs, je triche, sans le savoir, mais je triche. Donc il faut avoir des groupes témoins autour, c'est-à-dire ceux qui sont à côté et pas malades, pour savoir s'ils l'ont pas. Et je vous assure, nous, on a trouvé ça chez les gens qui revenaient du pèlerinage de la Mecque. On regardait ce qu'ils avaient, puisqu'ils se mélangent tous, là, c'est un mélange considérable de tous les continents, et donc il y a des gens qui venaient de pays où il y avait la grippe, et des gens qui venaient de pays où il n'y avait pas la grippe, comme nous, par exemple, l'été, pour regarder est-ce qu'ils ont la grippe. Alors il y en a qui sont revenus avec la grippe, et il y en a qui sont revenus avec le virus de la grippe sans avoir la grippe. Et donc moi j'avais téléphoné à des grands spécialistes des infections virales respiratoires, en lui disant, tu sais, il y a des gens qui parlent de la grippe, rien du tout. Il m'a dit, non, c'est... Moi, j'ai les malades, j'en ai vu tout le temps. Lui, il n'avait pas vu de malade, mais il a des opinions très arrêtées. Il dit non, c'est parce que vous n'avez pas bien examiné. Si vous avez le virus de la grippe, vous êtes malade. Lui, il pensait qu'il y avait 100%. C'est pas vrai. Or, depuis, il y a eu beaucoup d'autres travaux, dont les nôtres, qui ont montré que ce n'était pas vrai. Et donc, ça veut dire qu'il y a des virus qui circulent, il y a des porteurs asymptomatiques. Et dans la transmission de la maladie, les porteurs asymptomatiques, c'est aussi important que les symptomatiques. Bien que là aussi, le Covid est un exemple, il y a un moment, les gens qui disaient que les porteurs asymptomatiques n'étaient pas contagieux. Ce qui serait un mystère de la microbiologie, vous voyez. Mais c'était pour dire que, parce qu'on s'est vite rendu compte que pour le vaccin, ils n'avaient testé que les gens symptomatiques, pour voir s'ils étaient infectés ou pas. Ils n'ont pas testé les gens asymptomatiques. Il n'y a pas de groupe contrôle. Donc en réalité, ils ne savaient pas du tout s'il y avait des portages de virus asymptomatiques après vaccination. Si c'était le cas, ça veut dire que l'épidémie allait continuer, parce que le virus était toujours là. Mais c'était le cas. Mais comme ils ne l'ont pas testé, quand on a commencé à trouver, y compris nous, quand on a commencé à trouver des gens qui étaient positifs sans symptômes, les gens qui étaient exposés venaient se faire tester ici. Donc on allait chez qui on trouvait, puis après ils n'étaient pas malades. Quand on a trouvé qu'il y avait des gens asymptomatiques vaccinés,
Les gens disaient, non mais ça compte pas. Puis après, ils nous ont dit, non mais vous trouvez de la PCR, mais ça ne veut pas dire que le virus soit vivant. Après, on l'a cultivé chez un asymptomatique, on les cultive pareil. Donc on a vu tout le déchaînement de mauvaise foi possible et imaginable pour dire que malgré toutes les apparences, ce truc permettrait d'éradiquer la maladie. C'est comme ça. Les staphylocoques dorés circulent dans un truc, et puis il y a eu un travail aussi aux États-Unis très intéressant qui montre qu'il y a plus de staphylocoques aureus, ça c'est mon expérience tropicale aussi, dans les pays chauds, et donc il y a plus de staphylocoques dorés dans les États qui sont subtropicaux aux États-Unis que dans ceux du Nord. C'est comme ça. Donc le staphylocoque aureus, il aime la chaleur et l'humidité. Et pareil, donc quand on regarde maintenant la distribution géographique des bactéries, vous voyez que sur cette figure, on voit que la distribution des premières enzymes de résistance à l'imipédème a commencé en Inde, c'est pour ça que ça s'appelle New Delhi métallobêta-lactamase, et qu'elle est toujours maintenant beaucoup plus fréquente en Asie centrale et en Asie de l'Est qu'ailleurs. Voilà. Nous, on avait trouvé un phénomène très curieux, si vous voulez, on avait trouvé, en analysant des poux d'un village qui est loin de tout, ils n'ont jamais vu l'imipédème, on avait trouvé des gènes de résistance à l'imipédème dedans. On se demandait d'où ça vient. Et puis on a fait un travail, si vous voulez, pour essayer d'identifier ces foyers dans la zone intertropicale. Alors, comment on est arrivé à ce travail ? On est arrivé à ce travail progressivement. Moi, il y a plusieurs papiers qu'on m'a demandé de reviewer pour le Lancet, à l'époque où j'étais encore très populaire au Lancet, sur la résistance. Donc, il y a un papier qui arrive de Nairobi, au Kenya. Ils avaient piégé des animaux sauvages dans Nairobi, sauvages, pas des animaux domestiques, et ils avaient regardé chez ces animaux s'il y avait des bactéries, en particulier des Escherichia coli résistants, avec des résistances importantes, des résistances aux céphalosporines, aux l'imipédème. Et ils trouvaient qu'il y avait un niveau de résistance très très étonnant chez ces bestioles sauvages. Même si elles venaient là, quand même, je sais pas, ils n'avaient pas mangé les pansements des hôpitaux, donc d'où ça venait ce truc. Donc c'était curieux. Et donc, quand on a regardé, c'est là qu'on a vu qu'effectivement, c'était surtout dans les pays tropicaux, et non seulement les pays tropicaux, mais en plus, en Tanzanie, ils ont regardé, mais ça variait d'un endroit à l'autre, dans la brousse, dans la tribu. Regardez, d'un endroit à l'autre, il n'y avait pas du tout les mêmes niveaux de résistance. Donc il y a quelque chose dans l'écosystème, et ce n'est pas les antibiotiques qui ont managé ça, il y a quelque chose dans l'écosystème qui fait qu'en Tanzanie, il y a des endroits où il y a une résistance très importante chez les humains, chez les animaux, et dans d'autres, il n'y en a pas. Il y avait une inconnue dans cette histoire, et il fallait essayer de comprendre.